Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 2 du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Merci pour votre fidélité pendant la première saison. On lance la deuxième saison qui sera davantage orientée sur du collectif. Notre objectif, ça reste de vous fournir le maximum de cas concrets que vous puissiez réutiliser avec des outils activables qui correspondent à vos propres problématiques managériales au quotidien. Vous avez été nombreux à nous dire que ça correspondait exactement à vos attentes sur la saison 1. On espère que dans cette nouvelle saison, on aura à nouveau des cas qui vont vous servir beaucoup et qui seront très utiles au quotidien. Donc, je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, sociologue de formation, et j'espère que cette saison va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Simon Legadec. Bonjour Simon. Salut Yannick. Ça va ? Bah ouais, super. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Simon est le dirigeant d'un groupe rennais qui s'appelle Make the Grade. Est-ce que tu nous dirais en deux mots ce que fait Make the Grade et qui sont vos clients ? Oui, tout à fait. Alors, on se définit comme un cabinet de conseil en stratégie digitale. On accompagne les entreprises B2B dans leur croissance, c'est-à-dire qu'on fait de l'acquisition de nouveaux clients et la fidélisation des clients existants grâce au digital, à travers 3 expertises. Des sites internet, donc on construit des sites internet de conversion, soit les premiers rapporteurs d'affaires des entreprises. Entendu. Du marketing, on va attirer des audiences cibles sur ces sites, on va générer des contacts, les éduquer, les rendre acheteurs. Et notre dernier métier est un métier de développement des revenus, qui consiste à aligner les actions marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente terrain. Donc ça va consister à la gestion des données, à de l'intégration CRM. Et justement, pour décliner opérationnellement ces 3 expertises, on est partenaire de la solution HubSpot, qui est vraiment à la fois une passion et une expertise chez nous, et on vient nous chercher pour ça en France et en Europe. HubSpot, c'est un outil de CRM pour que les gens qui ne sont pas sensibles avec ce truc-là comprennent. Ok, d'accord. Exactement, un outil de gestion de la relation client. Super. Top, très clair. Du coup, vos clients, c'est des entreprises B2B et vos collaborateurs, j'imagine, il doit y avoir des gens qui codent, des gens qui sont plutôt des designers et des gens qui ont plutôt une aptitude dans la relation avec les clients, c'est ça ? Tout à fait. Donc, nos clients, pour commencer, plutôt des entreprises qui commercialisent des produits complexes avec des cycles de vente qui sont longs. Donc, ça demande de la documentation, ça demande une approche consultative pour signer les affaires. Et donc, nous, on les aide à organiser, structurer, processer tout ça, à l'outiller aussi. On a internalisé tous les corps de métier nécessaires pour le faire. Donc, on a des consultants CRM et développement des revenus, des consultants en acquisition marketing, des web designers, des développeurs front-end pour développer les sites internet et back-end. Donc là, c'est pour ce qui va être synchronisation entre le CRM et l'écosystème d'outils qui gravitent autour. Ça peut être des ERP ou d'autres logiciels métiers, facturation par exemple, etc., etc. D'accord. Vous avez une croissance qui est forte, on pourrait le dire, avec des équipes qui grandissent. Et donc, notre sujet du jour, c'est de se dire, il y a un moment où on installe une ligne managériale, c'est quelqu'un, vous avez mis des managers intermédiaires. La question, c'est un peu comment est-ce qu'on l'installe, comment est-ce qu'on lui donne les moyens de faire correctement son job, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, c'est un processus qu'on a préparé longuement et qu'on a adopté début de cette année. Donc, notre ligne managériale a un petit peu moins d'1 an. Et c'est la croissance qui nous a poussé effectivement à la mettre en place parce que sinon, on n'aurait pas pu poursuivre le développement. Comme on est sur des métiers très centrés sur les personnes, on est une entreprise de conseil, on se devait d'adopter ce dispositif. D'accord, très clair. Du coup, si tu devais en 2 mots dire c'est quoi le sujet pour vous aujourd'hui, tu le qualifierais comment ? Alors, d'où c'est parti déjà à la base, le management, c'est plutôt moi qui l'incarnais et qui m'en occupais au début. Donc, on va dire jusqu'à 15 personnes, on peut le faire. Au-dessus de 8 personnes à suivre au quotidien, ça devient costaud, on fait moins de qualité. On invite chez nous à beaucoup d'autonomie, mais pour autant, il y a toujours besoin d'avoir des touches avec son manager pour orienter le conseil, relever les défis, etc. Donc à un moment donné, on s'est dit, ok, faut être cohérent. Je peux manager des consultants en CRM, en marketing, mais à côté de ça, je ne suis pas web designer. Je suis encore moins développeur. Donc, à un moment donné, il va falloir donner les clés à d'autres personnes. Et on a officiellement pivoté
quand on est arrivé à une vingtaine de membres, donc ça c'était en fin d'année dernière, et aujourd'hui on est à 37 talents chez Make the Grade, et voilà, c'est en place, et on peut parler de ça. Super. Plusieurs pistes pour le coup sur l'installation d'une ligne managériale telle que tu viens de le décrire. Là, on voit bien que dans la plupart des entreprises en croissance, le dirigeant fait un peu tout. Au départ, il prend beaucoup de place, il a à la fois de l'expertise, la vision stratégique, il a l'actionnariat, donc il est sachant sur beaucoup de choses et il a beaucoup de leviers entre les mains. Le premier enjeu quand une entreprise grossit pour installer une ligne managériale intermédiaire, c'est d'être au clair sur qu'est-ce qu'on va leur donner à faire et en creux, qu'est-ce que le dirigeant va arrêter de faire. C'est le premier sujet effectivement sur lequel vous avez déjà bossé. C'est comment est-ce que le dirigeant se retire d'un certain nombre de dispositifs et qu'est-ce qu'il arrête de faire. Est-ce que là, c'est un élément sur lequel vous êtes, vous, l'équipe dirigeante, au clair et sur lequel les équipes sont au clair? Oui, aujourd'hui, c'est au clair. Comment ça s'est fait? Alors déjà, mathématiquement, parce qu'on est organisé par pôle. Un pôle, chez nous, c'est 5 personnes à manager plus un manager. Donc, il était incohérent que je m'occupe de tout ce petit monde-là sur tous les expertises métiers. Donc déjà, on a bien structuré notre organigramme. Ensuite, on a créé un collectif de managers. Donc là, on a fait 2 choses. 1, on a sélectionné les personnes qui, pour la direction, étaient à même de prendre une posture managériale. Et là, on a invité un piège dans lequel on était tombé 2 ans et demi en arrière. On n'a pas forcément systématiquement pris les personnes qui étaient les plus anciennes et les plus expertes d'un point de vue compétences. Okay. Parce que c'est pas forcément ces personnes-là qui ont une notion de leadership, une notion de projection, de vision. Donc déjà, on a fait attention à ça. C'est une très bonne pratique. En l'occurrence, il y a un épisode de la saison 1 du Coup de Bigot qui parle de ça avec Thomas Tissot, effectivement avec ce piège à éviter de faire monter forcément en compétence des gens et de les mettre en situation de responsabilité alors qu'on aurait peut-être besoin d'aller chercher une expertise à l'extérieur. Donc c'est plutôt une bonne piste, en tout cas d'être très, très au clair sur qui je choisis de mettre à quel endroit et pourquoi. Exactement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on n'a pas fait que des mobilités internes, même si on adore et on le fait assez régulièrement, mais on a été aussi recruté en externe. Donc là, il y avait des opportunités et on a directement personnalisé nos fiches de poste pour faire en sorte que la posture managériale soit prise en ligne de compte directement. Parce qu'on avait un enjeu aussi de vouloir senioriser davantage. Je pars toujours du principe que lorsqu'il est question de recrutement externe, il faut augmenter la moyenne de compétences actuelles, donc il faut toujours aller chercher au-dessus. Très clair. Et c'est ce qu'on a fait, et on l'a fait avec le scope management en même temps, d'une pierre deux coups. Ok, donc pour vous, le levier qui vous a permis de lâcher des choses en tant que dirigeant, ça a été d'aller chercher un plus gros niveau de seniorité, ce qui vous sécurisait dans le fait de je peux lâcher un périmètre de responsabilité parce que j'installe quelqu'un de très compétent, là où parfois certains dirigeants vont faire monter en puissance des gens de l'interne et donc vont garder entre guillemets cette logique d'expertise et avoir du mal à sortir de leur rôle de dirigeant. Ok, très clair. On a fait les deux. Ouais. Ok, super, très clair. Deuxième élément qui est un peu clé dans l'installation d'une ligne managériale, c'est de bien gérer les incohérences. Parfois, il y a le discours de voilà ce qu'on dit, ce qu'on vous met entre les mains en tant que manager, c'est le discours qu'on tient, et puis dans les faits, on fait pas exactement ça. Je te délègue tel sujet ou la gestion de tel collaborateur ou telle équipe ou de tel client, et que dans la réalité des faits, on continue à agir, à interférer parfois. Donc, et là, on crée finalement de l'incohérence, et ce qui peut avoir tendance à délégitimer les gens, c'est pas facile à dire, les managers intermédiaires. Donc, il y a un vrai sujet autour de comment est-ce que je suis bien conscient des incohérences que moi-même je crée dans l'organisation. Forcément, on en crée parfois, mais qu'on essaye de les limiter au minimum. Tout à fait. Tu veux savoir ce qu'on a fait par rapport à ça ? Par exemple, si tu as quelque chose à dire là-dessus, avec plaisir. Ça s'est fait assez naturellement. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis pas web designer ou développeur, par exemple. Donc, il y avait plus cette couche de management, d'expertise et de connaissances métiers de terrain. Donc, en fait, ça a même été un plus de remettre ça en ligne de compte. Et on a aussi misé sur l'ultra-transparence, pour le coup. On a communiqué avec toute l'entreprise en disant, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées juste avant, on doit passer à un management intermédiaire.
C'est pour le mieux, c'est pour continuer l'histoire, c'est pour continuer le développement dans une entreprise saine avec des effectifs sains. Donc, voici qui est nommé, voici le travail qu'on va entreprendre sous quelle temporalité. Encourageons-nous collectivement. Donc, ça a été assez vertueux parce que les personnes qui étaient managées avaient conscience que leur manager était pour la première fois, souvent, dans la position de management. Et en fait, ça a été un feedback permanent assez horizontal finalement. Et tout le monde a grandi. Ce qui fait que il n'y a pas eu de côté finalement syndrome de l'imposteur, rapidité dans l'évolution. C'était vraiment de la co-construction. Et aussi bien, comme je le disais, avec les équipes qui étaient managées, que dans l'équipe managériale. Là aussi, ça a créé un état d'esprit, un collectif dans le collectif. Et c'est quelque chose qu'on a même ritualisé parce qu'on s'est dit, OK, on va structurer ça, on va en profiter et qui porte ses fruits aujourd'hui. On peut parler peut-être une minute de rituel parce que un des éléments, moi, qui vous connais un peu, qui me marque beaucoup et qui me semble être une bonne pratique à partager avec les gens qui nous écoutent, c'est le nombre de rituels que vous avez mis en place. Alors, il va y avoir de l'anglicisme, mais pour le coup, vous avez mis beaucoup de rituels à différentes échelles. Est-ce que tu nous en dirais un mot ? Ouais, alors il va y avoir de l'anglicisme parce que pour le contexte, on est une entreprise qui délivre aussi beaucoup en anglais. Très bien. Donc ça fait partie de l'interne. Donc je prendrai soin de bien vulgariser en même temps. Alors d'où c'est parti ? Alors, déjà de mon expérience passée, parce qu'avant de lancer Make the Grade, j'étais dans une entreprise dans la banque et dans les assurances. Mm-hmm. Pas de nom d'écurie, parce que pas de nom dans les bistrots. Ça a été une superbe expérience, mais en tant que manager à cette époque, pas manager, j'avais une frustration, c'était que j'avais très peu de touches et de moments avec mon N+1. Voilà, c'était plutôt du fil de l'eau si moi j'étais demandeur, mais il n'y avait pas ce double... Et le fameux entretien annuel une fois dans l'année pour faire le point. Exactement, qui avait lieu en fin d'année, et puis qui était sacralisé, et puis voilà. En fait, moi je me suis dit, pour tous les métiers où il y a du conseil, où il y a de la technicité, j'aurais adoré avoir un pilotage de mes compétences et une posture feedback avec un nombre de touches récurrents. Donc nous, ce qu'on a décidé pour faire ça, c'est de faire des points hebdomadaires, sans tomber dans la réunionnite aiguë, parce que sinon, on n'avance pas. Donc une fois par semaine, le manager voit les personnes de son équipe une demi-heure. On a appelé ça des powerful time. Donc c'est des temps qui sont centrés vraiment sur... collectif ou en individuel ? Là, c'est du 1 vs 1, donc c'est de l'individuel. Ok. Donc c'est centré sur les projets, l'opérationnel, les défis que l'on rencontre. En gros, dis-moi quels sont tes défis, je t'aide sous 7 jours, quand ça s'y prête, à les résoudre, et on avance comme ça. Les défis, il peut y en avoir plein, ça peut être des défis techniques, mais aussi des défis en termes de management de projet, centrés sur l'humain, et on documente tout. Donc on utilise un logiciel qui s'appelle Notion. C'est une sorte de base de connaissances live, tout le monde y a accès. Et tout est documenté, comme ça on peut y revenir. Un entretien hebdomadaire, en face à face, manager-collaborateur. Exactement, ça c'est le premier. Le deuxième rituel, il est aussi lui hebdomadaire, collectif, avec les membres de son équipe. Donc là c'est des team meetings tout simplement, et là c'est une fois par semaine on apporte sa veille au collectif, on prend un défi spécifique rencontré, qu'est-ce que j'ai fait pour le résoudre, ça va pouvoir servir aux autres, on pose ces questions, comme ça il y en a pour tous les goûts. Si je veux aborder quelque chose uniquement un peu pour moi tout seul avec mon manager, j'ai un temps dédié pour ça. Si je veux en profiter pour faire cogiter plusieurs cerveaux, j'ai un temps également pour ça. Donc chaque collaborateur, comme chaque manager, a un temps individuel et un temps collectif toutes les semaines. Très clair. Et le troisième que j'ai envie de présenter, c'est une fois par mois. Quand ça tombe cette semaine-là, les Powerful Time sont absorbés par ce format. On fait ce qu'on appelle des monthly reports. Et là, on va prendre beaucoup plus de hauteur. Et on va prendre en compte l'aspect humain et parcours de compétences. Synthétiquement, qu'est-ce que tu as envie de développer ? Quels sont tes souhaits de nouvelles compétences ? Et quels sont, moi, manager vis-à-vis de toi, manager, tes axes d'amélioration ? Plus tous les sujets liés bien-être, équilibre vie pro, vie perso, demandes spécifiques additionnelles, congés, etc. Individuel, mensuel. Voilà, c'est ça. Et là, on fait passer ça à 3 quarts d'heure.
jamais 1 heure, voilà, parce que c'est préparé en général. Après, c'est une bonne cadence et ça permet de maîtriser les agendas pour pas faire uniquement que des rendez-vous internes. Très intéressant. Bonne pratique à entendre, merci beaucoup. Donc on a vu qu'il fallait que le dirigeant prenne du recul et laisse de la place, que forcément il y avait une logique de ritualisation qui était importante et qui installait. On voit bien que là, avec la fréquence que tu décris, chaque manager se retrouve avec chaque collaborateur et ou avec son équipe plusieurs fois dans la semaine. Donc forcément, ça l'installe entre guillemets dans ce rôle-là. L'autre élément que je voudrais bien qu'on évoque, c'est installer une culture managériale et ce qui revient un peu à dire comment est-ce que collectivement, cette équipe de management qui intègre les dirigeants et les managers intermédiaires, comment est-ce que tout le monde s'aligne sur ce à quoi on dit non, ce à quoi on dit oui, comment est-ce qu'on est bien aligné sur la culture qu'on veut porter, la nature de relation qu'on veut avoir avec les autres. Et ça, c'est pas forcément très facile à faire. Moi, j'utilise un outil pour ça qui est... la matrice de Jack Welch. Jack Welch, c'est un des anciens dirigeants de General Electric. Et on trouve assez facilement, on mettra les liens sur la page, dans les commentaires, sur la page du podcast. Il y a une matrice qu'il utilisait lui pour évaluer finalement la performance, mais moi je la trouve intéressante en la détournant pour se dire finalement quels sont les comportements et les performances qu'on veut valoriser dans l'organisation. Et qui sont forcément spécifiques à chaque organisation. Donc cette matrice, c'est une matrice à 2 axes. Un axe qui est un axe de performance, avec les performances positives et les performances négatives, qui sont l'axe vertical. Et puis un axe horizontal qui correspond aux comportements et aux valeurs, à la fois positifs et à la fois négatifs. Donc quand on croise les deux, on a finalement 4 quartiers. Alors Jack Welch, lui, il l'utilise en disant quand j'ai un comportement positif et une performance positive, c'est ce qu'il appelle les stars dans son organisation, c'est les gens qu'il faut valoriser. Les dysfonctionnels qui sont à l'opposé, dans le cadran opposé en bas à gauche, du coup, eux, c'est ceux qui ont les comportements négatifs et la performance négative. Et donc, eux, voilà, un des axes, ça peut être de les recadrer, voire effectivement de les sortir de l'organisation. Et puis, il a ceux qui ont une performance positive, donc des gens qui nous rapportent beaucoup dans l'organisation, mais qui en même temps ont des comportements négatifs. Ça, c'est ce qu'il appelle, entre guillemets, lui, les terroristes, finalement, qui ont un haut niveau de performance et des comportements qui sont pas les bons, qui peuvent être très néfastes à l'organisation, parce qu'ils sont souvent considérés un peu comme des intouchables, comme ils ont un bon niveau de résultat, même s'ils sont très néfastes à l'organisation et à la vie de l'équipe. Et puis, en face, on a ceux qui ont le comportement positif, plutôt cohérent avec l'organisation, et qui ont pourtant une performance négative. C'est ce que lui appelle les potentiels stars qui pourraient, s'ils corrigeaient une tir, devenir effectivement meilleurs. Ce qui est intéressant, c'est que performance positive ou négative et comportement positif ou négatif, c'est très relatif à une organisation. Exemple, comportement, par exemple, positif, dans certaines organisations, le comportement positif, c'est un comportement très compétitif. Dans des organisations de type très commercial, il peut y avoir quelque chose autour de la compétition qui est très valorisé et que le coopératif, finalement, l'est un peu moins. Alors que dans certaines organisations, les comportements positifs sont justement les comportements coopératifs et que les comportements néfastes sont les comportements de compétition. Ça, on peut pas vraiment présumer, il n'y a pas une liste, entre guillemets, de ce que sont les comportements dans l'absolu positifs et les comportements dans l'absolu négatif. L'exercice intéressant à mener avec une équipe de direction, c'est de se dire qu'est-ce qu'on classe nous comme étant dans les comportements positifs et qu'est-ce qu'on classe nous comme étant dans les comportements négatifs. Ça, c'est un bon premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est sur la performance, de se dire qu'est-ce qu'on valorise comme comportement de performance. Typiquement, on pourrait imaginer que on va valoriser en termes de performance quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qu'on va essayer de rétribuer, de valoriser celui qui fait le plus d'efforts à l'intérieur de l'équipe. Quand dans d'autres organisations, on va plutôt se dire, moi en fait c'est pas l'effort que je cherche à valoriser, c'est celui qui a le plus d'ingéniosité et s'il passe peu de temps à faire quelque chose, ça me va très bien, l'important c'est finalement le résultat. Ça c'est très variable d'une organisation à l'autre et d'un dirigeant à l'autre de se dire qu'est-ce que je veux vraiment valoriser comme comportement, comme performance, quelle est la nature de performance que je veux qualifier. Et là, il faut avoir les idées assez claires et je trouve que c'est un bon exercice avec une équipe managériale comme la vôtre, notamment qui est naissante, de se dire, qu'est-ce qu'on valorise comme performance et qu'est-ce qu'on dévalorise comme performance. Si tu prends finalement les deux axes, en disant, qu'est-ce qu'on met en haut, en bas, et qu'est-ce qu'on met à droite ou à gauche, c'est un bon exercice d'alignement
qui ensuite pourra se reproduire au quotidien sur le terrain pour se dire on s'est bien mis d'accord que telle nature de comportement, c'est un comportement qu'on valorise, alors que tel comportement, c'est un comportement qu'on essaye de bannir. Clair, ça ? C'est très clair. On l'a pas fait forcément avec ce modèle-là, qui me semble être très bon quand même. Mais je tiens à valoriser un exercice qu'on a fait et qu'on a fait avec toi, parce que faut quand même le dire, tu nous as accompagnés. Je fais ton autopromo à ta place. Merci beaucoup. C'est stylé. Hein. Mais pour le coup, ça a vraiment été un énorme succès. Donc, je pense qu'il faut le partager. Donc, les 10 managers qu'on avait sélectionnés, on a fait une formation avec toi et on a dessiné les contours de cette culture managériale avec toi. Et à un moment donné, ce qui nous a énormément plu, c'était un exercice où il y avait un tableau, qu'est-ce qui est dans le scope direction et qu'est-ce qui est dans le scope manager. Et on avait tout listé. Et en fait, rien que ça, cette base-là, ça nous a fait gagner un temps monstre et on a réparti les actions, c'était clair. Comme les rituels étaient déjà existants, etc., chacun a pu s'en emparer librement et voilà, ça nous a permis d'amorcer. La deuxième chose qu'on a fait pour compléter ça, c'est bimensuellement, les managers se réunissent et ils font le point ensemble. Sans vous? Alors, au début, on a fait sans nous. D'accord. Et finalement, on met une personne de la direction. D'accord. On n'est pas du tout arrêté sur le format, on est même encore en train de se chercher. Pas plus tard que la semaine dernière, on est intervenu avec la direction pour dire un petit peu, pour rappeler quelles étaient les zones de liberté, de flexibilité qui pouvaient être exploitées et quelles étaient les limites, ou du moins quelles étaient celles où on devait solliciter la direction pour échange, débat, posture feedback, etc. Donc là, on est tous encore en train de se chercher. Ce qui fait que ça marche, c'est la communication. Dès que la communication est rompue ou dès que... moi, je sais que en tant que dirigeant, je suis hyper attentif à me dire, faut surtout pas que je freine les élans, mais en même temps, il faut que je donne les bons contours si on va trop loin ou s'il y a des choses qui peuvent être partir d'un bon sentiment mais qui sont contre-productives. Et la meilleure manière de faire ça, c'est d'avoir un échange assez linéaire et continu. Donc, on est en plein là-dedans. Mais sincèrement... tout est de bonne volonté, tout le monde fait de son mieux et il y a énormément de bonnes idées. Donc c'est juste la mayonnaise qui commence à prendre et la co-construction qui fait son effet. Bon, on revient pas là maintenant sur un exercice qui peut être aussi intéressant, c'est de bien définir quelles sont les compétences clés du manager à l'intérieur de chaque organisation. Moi, je travaille beaucoup avec un outil qui s'appelle Lominger, qui est un référentiel de compétences managériales, mais c'est aussi un exercice pour installer une ligne managériale, c'est de se mettre au clair sur, dans mes propres comportements managériaux, c'est quoi les comportements que je dois vraiment adopter et ceux qui sont de la même manière à bannir. C'est quoi les compétences clés du manager qui sont vraiment importantes et qui, là, d'une organisation à l'autre, peuvent être priorisées ou hiérarchisées de manière différente. Ok, on arrive à la fin de cet épisode, Simon. Avant que je résume un peu les différents points, toi, tu repars avec quoi de tout ça ? Je repars avec une année de mise en place du middle management que je trouve très positive, tant pour les managers que pour la direction, que pour les membres qui sont managés, avec des process qui sont plutôt carrés, optimisés, assez complets. Bien sûr, on peut toujours aller plus loin et challenger, mais on n'a pas de gros trous dans la raquette. Et maintenant, le but du jeu, ça va être d'assurer le fil de l'eau. Des nouveaux cas managériaux, on en aura parce que c'est la vie. Et le succès d'avoir un management sain dans le sens dans lequel on entend et qui projette les talents pour développer des carrières, ça sera d'avoir la bonne communication et le bon dosage dans la manière de diffuser les décisions qui seront prises. Donc, très enthousiaste aux années qui arrivent et avec les personnes qui sont avec nous. Une très belle nouvelle année en perspective, du coup. Si je résume un peu ce qu'on s'est dit, pour installer une ligne managériale, il faut avoir les idées très claires sur qu'est-ce que le manager, enfin en tout cas le dirigeant cesse de faire et qu'est-ce que le manager fait. Donc de bien se dire, on avait pris des habitudes, comment est-ce qu'on rompt avec les habitudes et qu'on est au clair sur les périmètres de chacun. De bien se dire, attention, il y aura des incohérences et le dirigeant ou le manager qui cède du terrain va forcément continuer à intervenir à certains moments et à un moment, il faut bien qu'il soit clair sur ce qu'il doit arrêter de faire et justement ces incohérences entre ce qu'il dit et la réalité de ce qu'il fait, qui corrige le tir. De ritualiser beaucoup. Merci d'avoir partagé tous ces rituels et tous ces moments. À chaque manager de les ajuster en fonction de ses besoins. Et puis, comment est-ce que je me mets au clair avec mes managers sur ce que serait une forme de culture managériale en disant
c'est quoi les comportements qu'on valorise et c'est quoi les comportements qu'on veut bannir, c'est quoi la nature de la performance qu'on cherche à créer chez nous, laquelle on cherche à privilégier, et puis quelles sont les natures de performance qu'on souhaite pas avoir dans notre organisation. Merci infiniment, Simon, d'avoir partagé et d'avoir accordé du temps au Coup de Bigot. D'ailleurs, le nom du Coup de Bigot, il faut rendre à César ce qui est à César pour le coup. Quand on a brainstormé pas mal avec les uns ou les autres, là, le nom du Coup de Bigot, il venait de Simon Lagadec. Merci aussi pour ça. Écoute, de rien, je suis connu pour mes jeux de mots et mes jokes de papa, donc je suis ravi que ça ait pu t'aider. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt, Simon. Au revoir. Salut Yannick. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.